Françoise Barré-Sinoussi, je vous pose une question qui a dû vous agacer pendant des décennies à propos du VIH/SIDA. Quand peut-on espérer un vaccin, avec ces articles qui nous promettaient un vaccin tous les mois ou tous les ans? A priori, est-ce que vous pensez que là, on va aller plus vite sur la recherche de vaccins, et quand on peut espérer quelque chose? Alors, je suis pas devin, je vais certainement pas donner de date. J'en ai jamais donné pour le VIH. Je vais pas commencer à en donner maintenant pour le SARS-CoV-2 parce que je vais dire, ça serait mentir. Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, en tous les cas, c'est que effectivement, tout est mis en œuvre pour accélérer le plus possible la recherche sur le vaccin, pour les autorisations, pour peut-être même parfois, et on en parlera peut-être, accélérer même un peu trop les choses, comme ça peut être le cas par exemple en Angleterre aujourd'hui. C'est-à-dire? Mais avec l'idée d'avoir des volontaires qui seront vaccinés et qui recevraient après du virus pour démontrer plus rapidement l'efficacité du virus. Il y a quelque chose qui est lancé en France, hein, je crois que l'INSERM vient de publier un appel à volontaires. Oui, non, mais la France va absolument pas faire ça. D'accord. La France, il n'est pas question en France d'aller infecter les personnes vaccinées. Qui sont dans des essais vaccinaux. Non, ça, éthiquement parlant, pour la France, c'est inacceptable. Ça a été d'ailleurs dit dans un document que l'on avait fait conjointement, le Conseil scientifique et CARE, qui n'était absolument pas question, éthiquement parlant, c'était inacceptable de le faire. Et de toute façon, ça n'était pas non plus une solution pour connaître toute l'efficacité des vaccins. Donc, oui, les choses s'accélèrent parfois peut-être un peu trop vite dans certains pays. Dans d'autres, je dirais, c'est bien que ça s'accélère. On a une dizaine de vaccins aujourd'hui, de candidats vaccins en essai d'efficacité en soi, qui ont démarré ou qui démarrent, et on peut espérer avoir des résultats, je dirais, l'année prochaine. Mais les résultats, ça ne veut pas dire qu'ils seront positifs. Hein. Je ne sais pas si le vaccin marchera ou pas, ou un ou deux vaccins marcheront ou pas, mais en tous les cas, on aura des résultats. L'Institut Pasteur à Lille, je crois, a identifié une molécule existante qui aurait des effets sur le Covid. Pour l'instant, elle n'a pas été nommée pour éviter, je pense, une ruée dans les pharmacies. Est-ce que ça pourrait être rapide? Alors là, c'est pour le traitement, c'est plus pour la prévention. Écoutez, oui, pour l'instant, ce sont des études en laboratoire, hein, en culture de laboratoire. Donc, ils vont commencer, à ma connaissance, des essais thérapeutiques randomisés. Il va falloir attendre les résultats des essais cliniques et on croise les doigts pour que ça marche. Alors non, ça n'existe pas. Déjà pour être très net, d'abord c'est pas de l'annulation et c'est pas de la culture. Bon, déjà pour commencer. Mais il y a un mouvement général qui est très très ample et qui est très compliqué à comprendre parce que il absorbe énormément de méthodes, d'actions, de volontés, à la fois politiques, à la fois personnelles. C'est tellement flou et c'est tellement énorme qu'on a recouvert ça sous le terme de cancel culture par commodité. Aux États-Unis, on appelle désormais ça the accountability culture, c'est de la culture de la responsabilité, et qui veut dire, en gros, pour aller très vite, assumez ce que vous dites, assumez ce que vous faites, sinon on va se fâcher. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la mesure de rétorsion qui est très désagréable. Il y a des méthodes qui sont odieuses, qui sont très répréhensibles et qui sont de l'ordre du cyberharcèlement et qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un. Donc tout ça est condamnable. Mais moi, mon affaire, c'est pas de condamner ou d'approuver. Mon problème, à moi en tant qu'historienne, en tant que professeur, c'est de penser la chose et d'essayer de déplier un certain savoir sur quelles sont ces réactions extrêmement violentes parfois, pas vraiment concertées, un peu sauvages, qui répondent à une modalité de gouvernement qu'on voit dans le monde entier, qui est de plus en plus de l'ordre d'un capitalisme dérégulé, dictatorial. On le voit avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec Modi, on le voit aux Philippines, on le voit dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est une sorte d'impunité
dans l'annulation de beaucoup de populations, de l'annulation dans beaucoup de discriminations et une réponse tout aussi sauvage, tout aussi brutale, tout aussi répréhensible sur l'Internet parce qu'il n'y a pas d'autre méthode. Alors, bien sûr, l'Internet, quand je dis l'Internet, c'est beaucoup trop vague parce que c'est un vaste forum dont on peut se féliciter qu'il est une forme de démocratie directe. Moi, je ne suis pas en faveur de la démocratie directe, mais c'est moi, c'est pas le problème. Il y a l'Internet et les réseaux sociaux. Ce sont deux choses différentes. Et les réseaux sociaux mettent en œuvre quelque chose de l'ordre de la rétorsion plus ou moins concertée, souvent d'ailleurs bien concertée. On l'a vu avec la Ligue du LOL, par exemple. On va en parler. Voilà, justement, on va arriver là-dedans. Donc, il y a des mesures de rétorsion. Elles sont en miroir avec des méthodes de voyous qui sont des méthodes gouvernementales. Je n'approuve ni l'une, ni les unes, ni les autres. On n'avait jamais vu ça avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu avoir MeToo. Les femmes ont toujours parlé, les femmes ont toujours été violées, les femmes ont toujours été tuées. Rien de tout ça n'est nouveau. Vous remarquerez qu'avec MeToo, les femmes se sont dit, ah bah oui, moi aussi. Il y a eu des millions, quand je parle de millions, c'est des dizaines de millions de tweets, de posts sur Facebook. Et en revanche, tous les hommes sont tombés des nues. Ils se sont dit, ah, c'est incroyable, incroyable. Non, ça va pas. Vous comprenez? On sait que tout ça existe. Les réseaux sociaux font exister ces choses. Alors, les réseaux sociaux font exister ça de façon sauvage, anarchique. Mais c'est toujours la même histoire. C'est les discriminés ou les opprimés, ou appelez ça comme vous voulez, ou les racisés, ou les là, se plaignent légitimement de discrimination. Quand vous voyez le président des États-Unis qui plébiscite une milice néofasciste dans un débat présidentiel, quand vous voyez un pays qui tire sur les Noirs dans le dos, quand vous voyez des féminicides partout, vous avez en face une population, et là je dis une population, c'est très vaste, qui dit on en a assez de ce colonialisme, de cette misogynie légitimée institutionnelle. Qu'avons-nous comme réponse à offrir? Les réseaux sociaux, avec des méthodes contestables. Mais je trouve que les méthodes sont aussi très contestables de la part des gouvernements. Le débat sur MeToo est un peu faible en France, mais qu'il n'empêche, il se renforce. Il a un peu la figure du serpent de mer ou du Loch Ness, si vous voulez, qui s'élève et qui s'enfonce dans les eaux. À chaque fois qu'il s'élève, type Springora, DLNL, etc., après ça s'enfonce dans les eaux, puis ça ressort à nouveau avec d'autres affaires. Ce qui serait bien, c'est que MeToo soit autre chose qu'une succession d'affaires, mais un problème systémique qu'on analyse de façon concertée. La France est très réticente à ça, pour des raisons à la fois historiques qui tiennent à une sorte de tradition de la galanterie française, de la courtoisie, enfin une sorte de mythe qui fait écran aux problèmes de subordination des femmes par rapport aux hommes et par rapport à ce qu'on appelle les rapports sociaux de sexe. Malheureusement, ça a beaucoup de mal à passer, mais j'ai quand même confiance dans le fait qu'on va finir par y arriver. Ce qui me frappe beaucoup dans le MeToo à la française, qui a quand même une spécificité, c'est que toutes les affaires, les grandes affaires, sont en gros Polanski, Springora, Adèle Haenel, sont toutes des affaires de pédophilie. Comme si violer une femme, bon certes c'était pas très bien, mais il fallait en plus que ce soit une enfant. Et ça, je trouve ça très frappant, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le viol, le féminicide, bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand c'est un enfant, on commence à tendre l'oreille. Je pense que d'ici à quelques années, en tout cas je l'espère, quand une femme se fera violer, quand une femme se fera tuer, ce qui arrive tous les jours, on tendra l'oreille de façon un peu plus attentive et qu'on comprendra qu'il y a tout un système à l'œuvre derrière ça. The classic fascist politics of the body. We have the leader is invincible.
The leader is manly. He cannot be defeated by viruses. It is the enemy. It is the immigrants that are filled with disease. It is the Jews that are filled with disease. The homosexuals, the minorities, the black people are filled with disease. He cannot be diseased. He cannot be felled by a disease. He is powerful and invincible. This kind of politics of the body is familiar from Jair Bolsonaro in Brazil, who did the exact same thing in March. Then we see Donald Trump in a Leni Riefenstahl style moment, take a helicopter for Marine from Walter Reed Hospital, 10 minutes to the White House, all professionally videoed, and he appears on the balcony like a Latin American dictator, to like Mussolini, to greet his people. And all of this is completely illegal. It is completely illegal in the United States to use the White House as part of your election. But part of authoritarian politics is violating the law openly, brazenly, to show that law and order means that you yourself are the law. I don't think we should think of the night of the election. Donald Trump, his re-election campaign seems to be working in tandem with a COVID denialism. So Trump has an enormous lead among voters who plan to vote on election day in person, and Biden has twice that lead, like something like 56 among absentee ballot voters, which is why Donald Trump is seeking to invalidate absentee voting. So what that means is that Trump may very well sweep on November 3rd, dominate election day voting. So we really can't think of election day as election day. We have to think of it as election month. If we think of it as election month, all the absentee ballots will be counted. And I do not think Donald Trump will win. But if we think of it as election day, if the international media thinks of it election day, that will be a huge problem. I'm fairly certain he will try to declare victory on election night if he has any kind of lead. So we live in a country in which a tie goes to the Republican, any narrow victory goes to the Republican. I think he'll declare victory if there's any kind of lead he has at any point. And then then we will have to see which parts of the government stand behind Trump and which stand behind democracy. I think we've already seen the Republican Party in the Supreme Court stand behind Trump and one party. C'est le scénario catastrophe qui est en train de se dessiner malheureusement, hein, avec Trump lui-même qui montre bien que la transition lui pose d'ores et déjà problème, qui sera prêt à contester les résultats électoraux. Il l'a dit pendant le premier débat avec Joe Biden. Et ce que dit Stanley est tout à fait pertinent, à savoir qu'on risque d'avoir des résultats le soir même qui soient différents 15 jours ou 3 semaines plus tard, lorsqu'on aura pris en compte les votes par correspondance. Et donc, on pourrait avoir un scénario où Trump gagne le mardi 3 novembre et perd 15 jours plus tard et 3 semaines plus tard. Et là, on serait dans une situation absolument inédite, avec des contestations de toutes parts. Les deux candidats s'y préparent. Ils ont recruté les armées d'avocats qui sont prêts à, État après État, et notamment dans les États clés, à lutter contre le camp adverse. Et donc, on va avoir une période, je le crains, extrêmement difficile. N'oublions pas que le pays traverse une des pires crises sanitaires de son histoire, une des pires crises économiques de son histoire. Et donc, on a une élection qui est la plus chère de toute l'histoire des États-Unis, pourrait déboucher sur un conflit juridique extrêmement long, accélérant la misère de millions d'Américains et les difficultés sanitaires et sociales. C'est vraiment un scénario tout à fait catastrophique qui pourrait se dessiner. 24 heures d'audition, 24 heures étalées sur les 3 jours, donc c'est absolument mais considérable. On ne sait pas ce qui va en sortir. Ce qui est certain, c'est que c'est un événement qui était attendu par de nombreuses personnes, y compris, je présume, les magistrats instructeurs, puisque depuis 2 ans, et la signification de la première mise en examen de Nicolas Sarkozy, donc tu l'as dit,
pour corruption, recèle de détournement de fonds publics libyens et financement illicite de campagne électorale, Nicolas Sarkozy se dérobait à la justice puisqu'il refusait de... Je rappelle que il est avocat de profession pour faire traîner la procédure, mais le temps qu'il a gagné et passé à ne pas répondre aux magistrats n'a pas été un temps perdu pour tout le monde, et notamment pour les enquêteurs qui, suite à des révélations de Mediapart, ont pu confirmer des éléments nouveaux, et notamment la découverte d'un virement bancaire, donc pour la première fois une trace matérielle bancaire, qui est parti de Libye et qui est arrivé dans la poche via un compte suisse, mais ouvert aux Bahamas, dans une banque suisse d'un intime de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Thierry Gobert, qui a déjà été condamné dans l'affaire Karachi. Fabrice, dernière question assez lourde, assez grave, évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, se soit engagé dans une intervention militaire en Libye pour effacer les traces de ce financement illégal par la Libye de sa campagne en 2007? Alors, je ne pense pas que les choses peuvent être dites comme ça. Je pense qu'elles sont peut-être plus nuancées, mais il est certain que nous sommes face à un dossier où nous avons d'un côté l'argent d'une corruption présumée et de l'autre les bombes d'une guerre qui n'a pas encore livré tous ses secrets, que ce soit sur les raisons exactes de son déclenchement. Je rappelle que le Parlement britannique a rendu un rapport qui disait que les raisons de la guerre avaient été fausses et erronées. Sur la façon dont les opérations ont été menées, et puis bien sûr sur son issue, c'est-à-dire la mort de Kadhafi, puisqu'il y a encore un grand point d'interrogation pour savoir exactement comment les choses se sont déroulées. Ce qui est certain, et si on a le souvenir de cette guerre dont la France était le pays le plus moteur en tête, et qu'on lit notamment une phrase que j'ai prise là de la Cour d'appel, dans sa validation de l'enquête le 24 septembre des magistrats instructeurs. Alors oui, la question que tu poses, elle est grave. Cette phrase, c'est, deux points ouvrés des guillemets, il résulte de la procédure qu'à compter de 2005, le principe d'un financement occulte par les autorités libyennes a été acquis, que des fonds, notamment en espèces, ont été remis en France à plusieurs reprises à compter de cette date, et que par ailleurs, ainsi que l'a reconnu Éric Woerth, qui était trésorier de la campagne en 2007, des fonds en espèces non déclarés dans le compte de campagne ont été utilisés. Les magistrats disent aussi qu'il y a eu un pacte de corruption scellé par Nicolas Sarkozy, je les cite, en 2005. Voilà quels sont les faits aujourd'hui tels qu'ils sont éclairés par la justice, que ce soit les juges d'instruction ou désormais la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Merci beaucoup encore une fois. Ce n'est pas Mediapart qui invente, c'est Mediapart qui travaille et c'est la justice qui dit ce que tu viens de citer.